Merci de votre fidélité à TLC dans l'actualité de ce mardi. L'accord cadre d'Addis Abeba a été expliqué aux élus du peuple par ce geste. Le ministre des Affaires étrangères a voulu dissiper toutes les rumeurs faisant état de la balkanisation de la RDC. Le président de l'Assemblée nationale poursuit avec ses consultations pour la mise en place des organes de la nouvelle commission électorale indépendante dans 7 jours. Tous les noms devront être transmis au bureau de l'Assemblée nationale. Déjà à l'opposition, l'on rassure que la désignation se fera par poids politique. Et ce sera tout pour les titres. Bonsoir. Les députés nationaux ont été édifiés sur le contenu de l'accord cadre signé à Addis Abeba en Éthiopie. Le ministre des Affaires étrangères a donné aux élus du peuple le contexte et la signature de ce document. Pour lui, cet accord est un ensemble d'engagements pour la République démocratique du Congo, la sous-région et pour la communauté internationale qui crée les conditions d'une solution définitive aux crises à répétition au Nord Kivu. Serge Kouete, Doudou Ndombe et Blanchard Kandolo. Devant les élus du peuple, le ministre des Affaires étrangères a eu des mots justes pour expliquer l'accord cadre sous la RDC signé le 24 février dernier à Addis Abeba en Éthiopie. Raymond Tshibanda a estimé que cet accord constitue une étape importante franchie dans les processus de gestion de la crise qui sévit dans l'est du pays. Pour lui, si l'accord cadre permet au pays de retrouver durablement la paix, il aidera à la mise en œuvre de la révolution de la modernité sur tous les plans. Raymond Tshibanda a en outre affirmé que l'accord est un ensemble d'engagements pour la RDC, la région et pour la communauté internationale qui crée les conditions d'une solution définitive aux crises à répétition au Nord Kivu. Il a fait valoir à cet effet les deux mécanismes de suivi mis en place, à savoir le mécanisme national qui fonctionnera dans le strict respect de la RDC et le mécanisme régional qui concerne les engagements tenus par l'Afrique du Sud, la SADC, l'Union africaine, l'ONU, la Banque africaine de développement et la Banque mondiale. Le chef de la diplomatie congolaise a reconnu que l'accord n'est pas une panacée. Il a toutefois fait valoir de petits ingrédients qui font la différence entre cet accord et les accords précédents, notamment la surveillance mutuelle et les indicateurs des progrès de l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU dans la région des Grands Lacs. Au chapitre des réactions après cette intervention du ministre, les élus du peuple disent avoir un cœur sur ce dossier. Ils ont par ailleurs invité le gouvernement à toujours faire rapport au Parlement à chaque fois quand il s'agit d'une question d'intérêt national. On les écoute au micro du Serge Kouete. Nous ne pouvons pas comprendre que ce même gouvernement qui a signé l'accord cadre, ou dans l'accord cadre qui a découlé, dont a découlé la résolution 2098, qui dit aujourd'hui qu'il y a une force d'intervention qui va venir pour combattre le M23. Mais le même gouvernement continue encore à négocier avec le M23, mieux encore à entretenir le M23, à payer le M23 pour venir encore négocier avec. Nous ne comprenons plus rien. Nous disons donc qu'il y a une forme d'amateurisme dans ce gouvernement qui malheureusement est en train de coûter la vie à certains de nos compatriotes. Cet accord n'est pas un accord en forme simplifiée, comme le dit l'article 213, parce que cet accord a été signé par le chef de l'État lui-même, qui n'est pas membre du gouvernement. C'est clair et net, il n'y a même pas de débat, à moins que qu'on puisse vouloir philosopher ou faire de l'exégèse. Et ça nous coûte quoi? Ratifier un texte comme ça, c'est faire adhérer la volonté du peuple congolais. Pas de faute. Lorsqu'il commet la faute, si c'est une faute, le Parlement est là pour redresser. Il n'y a pas de faute. Les ministres, on a parlé au ministre, le ministre va apporter la loi de ratification que le Parlement va pouvoir ratifier. À propos de la mise en place du nouveau bureau de la Commission électorale nationale indépendante, les choses semblent avancer. Ce mardi, le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, qui tient au respect du délai, a encore échangé avec les délégués des différentes composantes reconnues par la loi. Un délai de 7 jours leur a été accordé pour déposer les noms de leurs délégués. Serge Kouete et Blanchard Kandolo. Ces premières consultations avec les confessions religieuses, les membres des bureaux de groupes parlementaires de l'opposition et de la majorité ont permis à ces derniers d'avoir une idée sur le délai accordé pour le dépôt de leurs candidats. Les confessions religieuses se disent prêtes, mais aussi elles donnent des directives. C'était juste une information que l'Assemblée nationale devrait nous donner suite à ce délai de 45 jours concernant donc la composition, n'est-ce pas, de la CENI.
Donc l'information a été donnée et nous partons en ayant 7 jours. Voilà, nous allons maintenant donner notre proposition après une concertation. Pour sa part, la majorité qui s'inscrit dans la même logique que les confessions religieuses promet de donner des candidats compétents au-delà de toute considération personnelle. Chaque composante connaît déjà son quota. Il est question pour le moment de demander à tous les composantes de déposer les listes de leurs membres qui vont faire partie du bureau et de la plénière de la CENI dans les 7 jours qui suivent. C'est ce qui nous a été dit et au niveau de la majorité. Tout de suite là, nous allons pour nous réunir pour qu'on fasse la répartition des postes selon le poids politique de chaque groupe parlementaire. L'opposition qui visiblement est dispersée, même si elle ne le dit pas, promet de respecter le délai donné par le président de l'Assemblée nationale. Nous pensons que ça sera géré du début à la fin par consensus avec le bureau, ce qui ne doit pas considérer comme un choix multiple, mais en concertation avec ceux qui ont désigné ces délégués. Le peuple congolais attend voir un bureau compétent pour éviter les erreurs du passé. Alors que les tractations se poursuivent dans les différentes composantes pour la désignation des délégués devant présider aux destinées de la Commission électorale nationale indépendante, les observateurs avertis voient dans cette loi sur la réforme de la CENI des germes de conflit malgré la bonne volonté du législateur de renforcer l'indépendance de la gouvernance électorale. Voici le commentaire de la rédaction sous la voix d'Oscar Bakandoa. La création de l'Assemblée plénière aux côtés du bureau, l'implication de la société civile, la désignation des membres par les composantes selon les quotas définis, l'institution du consensus comme principal mode de prise de décision, la répartition équilibrée des attributions entre membres et enfin la représentation de la femme à au moins 30% sont des éléments ajoutés par le législateur. Éléments, peut-on dire, susceptibles de renforcer l'indépendance, la neutralité et la crédibilité de la centrale électorale. Mais vu sous le prisme de l'amélioration de la gouvernance électorale, cette nouvelle loi peut-elle corriger les écarts volontaires d'un passé sombre? Les failles à découvrir à l'œil nu dans cette nouvelle loi augurent des perspectives de l'éternel recommencement. En effet, comme en 2006 et 2011, la prochaine CENI promet, hélas, de marcher sur les traces des précédentes, lesquelles ont fait vivre aux millions des Congolais 2 expériences électorales douloureuses. Aux côtés du bureau, qui est l'organe de gestion et de coordination, est créée l'Assemblée plénière pour concevoir, orienter, décider, évaluer et contrôler l'exécutif. Mais qui préside ces 2 organes? Un seul homme, le président de la Commission électorale nationale indépendante. Il sera l'exécutant et le contrôleur. Voilà un autre vernissage. Comprendre qu'il n'existera jamais 2 organes est plus que facile. C'est d'autant plus que l'Assemblée plénière comprend tous les 13 membres de la CENI. Cette duplication des responsabilités ne donne aucun sens à l'existence d'une Assemblée plénière. Par ailleurs, le président, issu de la société civile, version confession religieuse, ne sera pas tout puissant comme ses 2 prédécesseurs. Il est dépouillé d'un nombre important de prérogatives au profit d'un vice-président à faire l'essentiel du processus électoral. Et en quoi la représentation de la femme peut-elle changer de donne quand le statut juridique de l'institution est biaisé? L'indépendance, la neutralité, la crédibilité restent encore à rechercher dans une CENI dont 6 membres seront issus de la majorité, 4 de l'opposition et seulement 3 de la société civile. En réalité, la nouvelle loi modifie et complète l'ancienne sans réformer la Commission électorale nationale indépendante. Une délégation de Tenke Fungurume a échangé avec le Premier ministre ce mardi sur les principales préoccupations qui concernent la fiscalité. À l'issue de ces entretiens, le ministre des Finances a été instruit de mettre en place une équipe de concertation en vue de des positions concrètes sur cette situation. Doudou Ndombe pour le commentaire. Tenke Fungurume, l'une des plus grandes entreprises minières en RDC, éprouve des difficultés d'ordre administratif, surtout en ce qui concerne la fiscalité. L'entreprise s'est référée au gouvernement qui a tout intérêt à garder des relations apaisées avec tous les contribuables. Il y a quelques problèmes autour de la fiscalité avec les administrations fiscales. Et il était important qu'on se mette ensemble sous la coordination du Premier ministre pour qu'on voit
qu'est-ce que nous devrions faire pour pouvoir avoir des relations apaisées avec cette entreprise qui est la plus grande du pays. Et c'était pour l'essentiel l'objet de cette réunion. Et la décision a été prise que, ensemble avec le vice-président de TFM, le ministère des Finances mette en place une équipe de concertation et pour faire des propositions concrètes, de manière à ce que des propositions soient faites au Premier ministre. Dans 7 jours, les divergences entre les deux parties seront aplanies, surtout sur les questions fiscales, car beaucoup d'entreprises sont sur le point de faire faillite à cause de la double imposition. Le groupe thématique s'engage à mettre en place un dispositif de suivi d'évaluation du programme d'action du gouvernement et de la révolution de la modernité. Les membres du gouvernement veulent avoir un œil regardant sur la direction de contrôle et suivi, mais aussi sur celle des états macroéconomiques. Il était également question lors de la dite réunion d'examiner la situation du CPCAI qui fonctionnait sous l'ombre du copyright jusque-là. De Douendombe pour le commentaire. Les membres du gouvernement s'engagent à approfondir les contours du dispositif de suivi d'évaluation du programme d'action du gouvernement. Cette charge est avant tout confiée au ministère du Plan. Et il recommande que le ministère du Plan et suivi de la mise en œuvre de la révolution de la modernité puisse mettre à profit, pour assurer ce suivi d'évaluation, puisse mettre à profit les directions pérennes du ministère, notamment la direction des contrôles et suivi et la direction des études macroéconomiques. S'agissant du comité de pilotage pour l'amélioration du climat des affaires et des investissements, le gouvernement est à la recherche du crédit de manière à assurer son fonctionnement. Le groupe thématique secteur productif a recommandé une concertation entre les ministères du budget, des finances et du plan pour trouver une solution à cette question des paiements des primes de cadres et agents, donc des experts du CPCAI, étant entendu que la question liée au fonctionnement de la structure est déjà réglée à travers les budgets de l'État. Le CPCAI est en observation pour un délai déterminé. Il est appelé à être autonome après le 30 juin prochain. En santé, le monde entier célèbre chaque 7 mai la journée de l'asthme. Le thème choisi pour cette année est « Quelle nouveauté dans l'asthme ?» Cette journée avait pour but d'informer le public sur les avancées et les recherches des connaissances de la maladie et la découverte du nouveau traitement. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 7 personnes par jour meurent de cette maladie qui concerne aussi les nourrissons. Michael Bakemba et Fiston Bouini pour le reportage. Concernant les facteurs favorisants, vous allez trouver que l'asthme touche parfois, surtout des milieux là où il fait très froid. Les milieux où il fait très froid, ça touche souvent des grandes personnes, c'est-à-dire l'âge, c'est un facteur à incriminer. À part le milieu et l'âge, on incrimine aussi les gens qui fument la cigarette. Aussi, en ce qui concerne les causes, on peut sans toutefois déclarer beaucoup de causes, mais si on peut en épingler, il y a les causes qui sont bactériennes, il y a les causes virales, il y a les causes fongiques. Et il y a aussi les causes qui sont allergiques. Mais concernant les traitements, il faut toutefois dire que lorsque vous êtes devant une pathologie ou un monsieur qui souffre de l'asthme, il faut d'abord passer par le traitement symptomatique, premièrement, et par la suite, on fait un traitement étiologique. Le pont Bassoko dans la commune de Bandalungwa se trouve dans un état de délabrement très avancé et cela cause d'énormes embouteillages. Les habitants de ce coin lancent un cri à l'endroit du gouvernement pour sa réhabilitation. Grâce Moidi, Fortune Kabeya et Jean Péquet étaient sur place. Suivez. Le pont de la rivière Bassoko à la hauteur de la Rémoulard offre un paysage désolant. Ici, le nid de poules sont parsemés sur ce pont en béton construit il y a peu, créant ainsi les embouteillages sous l'indifférence de l'autorité compétente. Selon les habitants de ce quartier, ce pont doit être non seulement réhabilité, mais aussi élargi pour supporter les charges de différents véhicules, de poids lourds surtout. Ce pont, ça fait longtemps que ça commence à... Il devait quand même arranger ça vite. Ils attendent qu'un accident grave, les gens meurent, c'est par là qu'ils vont se précipiter pour venir arranger ça. On n'arrive pas à comprendre finalement. Bien, nous sommes dirigés par les autorités ou non. Nous sommes chaque fois inondés. Donc il n'y a pas moyen de survivre parce que, à cause de ce pont qui est en état de délabrement, dégradation, vraiment nous n'avons plus de mobilier à la maison. Alors nous recommandons aux législateurs de pouvoir réhabiliter ce pont.
Les conducteurs craignent le déséquilibre sur ce pont qui visiblement ne supporte plus la charge, même d'une petite voiture. Si ces ponts cèdent, c'est un risque pour nous, conducteurs, et nos clients. Nous serons privés maintenant, que ce soit les véhicules, ceux qui sont dans les transports. Ils seront privés de ne plus aller même en ville où ils sont obligés de faire le pied de là jusqu'en ville. Le pont Bassoko devient un souci majeur pour les usagers qui déplorent son état d'abandon. Ici, on ne demande qu'une chose, c'est la réhabilitation de ces ponts qui relient plusieurs communes. Il y a quelques semaines, on vous avait annoncé sur nos antennes la mort du père de l'épouse du chef de l'État en la personne d'Adam Camil. Après avoir passé quelques jours en Belgique pour assister aux obsèques, le chef de la maison civile du chef de l'État ainsi que les membres de la famille présidentielle ont regagné hier la capitale avec les cendres d'Adam Camil qui sera inhumé dans sa terre natale. Suivez. C'est à bord d'un régulier d'Essen-Bruxelles que les membres de la famille présidentielle regagnent Kinshasa en provenance de Bruxelles. Ils ont pris part aux obsèques d'Adam Camil, père de l'épouse du chef de l'État Marie-Olive Lembe-Kabila. Conduite par Théodore Mougalou, chef de la maison civile du chef de l'État, cette grande délégation accompagnée de la belle-mère du président qui est partie rendre les derniers hommages à son défunt époux qu'elle a tant chéri tout le long de sa vie. La tristesse et l'émotion sont visibles sur tous les visages. Le cortège s'est dirigé vers la résidence de la veuve où elle continue à pleurer dans l'intimité celui qui aura eu le mérite de partager avec elle beaucoup de temps de sa vie. On en vient à cet accident qui a coûté la vie à près de 30 personnes sous la pluie torrentielle de vendredi dernier dans la commune de Kalamou. Curieusement, cet événement douloureux a été ravalé à un simple fait divers. Et pourtant, dans des circonstances pareilles, un message de compassion de la part du gouvernement aurait peut-être suffi pour consoler les familles des victimes. Dans l'opinion, l'on s'interroge pourquoi ne pas organiser un deuil national parce qu'il s'agit des Congolais et Congolaises qui ont trouvé la mort après une journée de dur labeur. Je vous propose ce récit d'Oscar Bakandoa. Il a fallu attendre la journée du lundi 6 mai pour voir les députés nationaux réunis en plénière observer une minute de silence en mémoire de ces innocents. Il en est de même pour l'hôtel des villes de Kinshasa qui a attendu 3 jours après pour se prononcer et annoncer ce qu'il compte faire. Pourquoi ce retard, s'interroge plus d'une personne. Une telle attitude étonne tout le monde, surtout quand on sait qu'un message fort devrait provenir du gouvernement qui a le devoir d'assurer au quotidien la sécurité des personnes et de leurs biens. Malheureusement, ce dernier a fait montre d'une indifférence jamais vue. Il a préféré faire fi comme si de rien n'était. Et pourtant, il devrait réagir, autant plus qu'il a perdu une partie non négligeable de sa population. Un tel accident devrait préoccuper le gouvernement, appelé notamment à mettre de l'ordre dans le secteur des transports en commun, où les cas d'accidents de la route sont légion. Sans oublier des abus de tout genre enregistrés au quotidien sur les différentes artères de la capitale, lesquels abus devraient pousser l'exécutif à assainir ce secteur important de la vie. Dans tous les pays de la planète, les hommes ont toujours affiché une attitude de compassion, mieux de tristesse lorsqu'on perd un membre de famille. C'est tout simplement une façon de compatir au malheur de la personne éprouvée. Le silence affiché par le gouvernement face à cet accident mortel pousse certains esprits lucides à se poser la question de savoir si les dirigeants portent à cœur les paisibles citoyens qu'ils gouvernent. Bien que partis dans l'au-delà, les morts ont droit à la considération de la société et dans le cas d'espèce, le gouvernement de la République. À présent, nous allons suivre la revue de presse, une revue de presse justement qui porte la signature de Rosa Wazi. Le débat sur les animateurs de la nouvelle commission électorale nationale indépendante, les sujets faits, la une de journaux parus ce mardi dans la capitale. Ouvrons le bal avec le potentiel. Le confrère s'interroge, Minakou consulte et après. Le compte à rebours a commencé quant à la désignation de nouveaux membres de la commission électorale nationale indépendante. Le président Oba Minakou a entamé depuis hier lundi des consultations préliminaires auprès des différentes forces politiques et sociales. Pour quel résultat quand on sait que dans tous les cas, la CENI portera la marque de la majorité de l'opposition, s'interroge le journal. Pour le confrère, les forces sociales ne servent que d'ornement.
Pour l'observateur, la course est lancée et l'opposition vient de donner les temps en annonçant qu'elle désignera ses représentants suivant le poids numérique de parti à l'Assemblée nationale. Le choix des représentants de l'opposition sera présenté par rapport à la proportion du poids numérique des élus du parti qui sont représentés à l'Assemblée nationale que le peuple a voté. Et on tient compte de poids numérique, a expliqué Sami Badibanga, président du groupe UDPS et alliés. Les phares, quant à lui, annoncent que le groupe parlementaire de l'Union pour la démocratie et les progrès social et alliés, deuxième force politique de l'Assemblée nationale, réclame le poste de rapporteur de cette institution d'appui à la démocratie. Les palmarès constatent que la société civile est bloquée. À la lumière de consultations lancées sur le terrain, un constat inquiétant se dégage. Toutes les composantes engagées dans la constitution du nouveau bureau de la CENI ont courageusement levé des options claires quant à la désignation de leurs représentants, sauf la société civile. Cette dernière n'a pas encore réussi à se déterminer. Et pour conclure cette revue de presse, cela fait exactement une année, jour pour jour, que la RDC est attaquée dans sa partie Est par le M23 et ses partenaires. Durant une année donc, cette rébellion soutenue par le Rwanda et l'Ouganda s'est malheureusement illustré par des pillages des ressources naturelles de la RD Congo, des milliers de morts ainsi que plusieurs déplacés qui sont à ce jour exposés à des intempéries de tout genre. Et c'est au vu et au su de toute la communauté internationale, nous rappelle l'avenir. Et c'est la fin de cette revue de presse. Merci Rosa Wazi pour cette revue de presse. Quant à moi, je vous retrouve demain à la même heure et sur la même chaîne. Merci de suivre ce journal à Kinshasa et à Brazzaville. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.